Et nous voici à Seattle pour retrouver Deborah Voral, la directrice des admissions de la French American School of Puget Sound. Je vous passe tout de suite la parole, Deborah, et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée, évidemment, j'ai un problème de caméra. Alors, je vais dire que c'est mon ordinateur qui ne fonctionne pas bien, hein, mais voilà. Donc, il y aura la présentation et je suis désolée de ne pas apparaître sur vos écrans. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Deborah Voral. J'habite sur Seattle depuis 7 ans. Je suis arrivée en tant qu'enseignante. Donc, j'étais enseignante depuis 15 ans en France. J'ai enseigné à peu près tous les niveaux. J'étais directrice d'école en France. Et donc, je suis arrivée pour enseigner à l'école franco-américaine du Puget Sound. J'étais enseignante en grande section. Et donc, c'est ma 4e année. Je commence ma 4e année en tant que directrice des admissions. Alors, pour avoir été une enseignante en France et également dans une école bilingue, je dois dire que j'ai pu vraiment goûter et apprécier en fait les avantages de l'éducation bilingue. Oh, j'en avais entendu parler, hein, tous les avantages du bilinguisme, voilà, on les connaît, mais vraiment le vivre en direct dans ma classe avec les enfants, voir les différences également au niveau du programme, ont été vraiment une expérience fascinante. Et je suis vraiment heureuse d'être directrice des admissions et donc de pouvoir présenter ces écoles et cette éducation bilingue aux parents que nous rencontrons. Donc, une petite présentation rapide de l'école. Donc, nous avons plus de 25 ans d'existence. Nous accueillons les enfants de la toute petite section à la 4e. Nous avons une accréditation, je ne sais même pas si c'est un mot français en fait, j'ai un doute, par l'Éducation nationale et par NAIS et NWAIS. Nous avons 435 élèves. Nous avons un excellent ratio d'enseignants-élèves. Donc, en maternelle, on a 5 enseignants par élève, 5 élèves par enseignant, pardon, 8 élèves par enseignant en élémentaire et 5 élèves par enseignant au collège. Donc, ça, c'est vrai que c'est un des gros avantages de nos écoles bilingues, c'est d'avoir les ressources nécessaires pour accompagner les élèves. Donc, on a ce que l'on appelle un programme harmonisé. On va en parler ensemble et je pense que Barbara en parlera également. Donc, qui va harmoniser à la fois les objectifs des programmes de l'éducation nationale et puisque les Common Core Standards de l'État de Washington. Sur l'école, on a une équipe de spécialistes. Donc, on a un enseignant français langue de scolarisation pour les élèves qui commencent plus tard et qui n'ont pas de français à la maison. On a également l'inverse, on a un enseignant d'anglais pour les enfants qui arrivent en milieu de scolarité absolument sans anglais. Nous avons une orthophoniste, une conseillère d'éducation, un English Reading Specialist qui est vraiment, qui a vraiment une spécialisation sur la lecture en anglais. Nous avons une psychologue scolaire, un professeur de musique et un professeur de technologie qui travaille, en plus de travailler avec les élèves du collège, qui commence à travailler avec les élèves de la grande section jusqu'au CM2. Notre école est située sur Mercer Island, donc c'est une île qui est située entre Seattle et Bellevue, et donc nous avons des bus qui vont vers Seattle et l'East Side, majoritairement vers Seattle, puisque c'est là que c'est le plus compliqué en fait pour les familles venant de Seattle de venir sur l'école. Donc on a développé ces différentes routes de bus. Nous accueillons les enfants également pour des activités périscolaires. Donc, l'école ouvre à partir de 7h30 le matin jusqu'à 18h le soir. Et nous avons des camps de vacances pendant les différentes vacances scolaires et pendant l'été également. Le profil de notre école. Alors, comme toutes les écoles franco-américaines, nous sommes vraiment une école internationale. Nous avons des familles qui viennent de plus de 55 pays. 30 langues différentes qui sont parlées dans les foyers. J'ai fait le calcul là, cette année et c'est assez incroyable. Voilà, plus de 60% de nos élèves commencent l'école en étant déjà bilingues. Donc, ils ont pour la majorité l'anglais et une autre langue. Donc, ça peut être anglais et français, mais bien plus d'autres langues. Donc, pour beaucoup d'entre eux, en fait, le français est, dès l'âge de 3 ans, déjà une 3e langue.
La répartition, 50% en gros de nos élèves, ça fluctue d'une année sur l'autre, mais en gros, 50% de nos élèves vivent dans l'East Side et 50% sur Seattle. Et 20% de nos élèves reçoivent de l'aide financière de l'école. Nous avons un budget d'un peu plus d'1 million de dollars chaque année. Et certains de ces élèves perçoivent en plus la bourse du gouvernement français. Je voulais montrer ça dès le départ parce que c'est peut-être quelque chose en fait une des choses qui peut changer d'une école franco-américaine à l'autre. Vous verrez avec Barbara tout à l'heure que c'est un petit peu différent à French Immersion. Donc nous commençons avec beaucoup de français en maternelle, 90% dans la toute petite section. Et puis, donc, on va augmenter la proportion d'anglais au cours des années pour arriver au collège à moitié de temps en anglais, moitié de temps en français. Alors, l'école maternelle. Donc, moi, je suis vraiment une amoureuse de l'école maternelle. J'ai travaillé principalement en école maternelle, j'ai été directrice d'école maternelle. Je suis devenue encore plus amoureuse de l'école maternelle depuis que je suis aux États-Unis parce que c'est vraiment quelque chose qui nous différencie des daycares. Et c'est vraiment un lieu, pour moi, c'est un lieu magique. Donc, bien évidemment, notre école est bilingue, donc nous avons des enseignants français et américains. Nos enseignants français sont pour 90% d'entre eux des enseignants éducation nationale qui ont donc un détachement de l'éducation nationale. Nous avons vraiment le bien-être des enfants qui est au cœur de nos préoccupations. Nous avons développé depuis quelques années des formations auprès de nos enseignants et nous utilisons beaucoup la positive discipline. Et l'inclusion et la différenciation pédagogique sont également extrêmement importantes dans nos écoles. Alors, c'est extrêmement important dans toutes les écoles du monde, mais dans une école bilingue où on a effectivement des profils d'enfants venant de pays différents qui parlent des langues différentes, c'est encore plus important. Donc, on voit très régulièrement, en fait, en petite section, des enfants qui ne parlent pas français, bien sûr, des enfants qui ne parlent pas anglais, des enfants qui ne parlent ni français ni anglais. Et donc, il est extrêmement important donc, de différencier et de leur apporter une attention très particulière. La spécificité de nos écoles est vraiment de pointer encore plus l'attention sur le langage. Donc, peut-être que vous savez que finalement, les compétences en langage sont les meilleurs prédicteurs en fait, de réussite scolaire. Et donc, notre but premier est vraiment de développer le langage avec un grand L. Hein. Ce n'est pas simplement le langage oral, mais c'est les capacités de communication, c'est l'écriture, c'est la lecture. Donc, toutes ces compétences de langage vont être travaillées en plusieurs langues, de la petite section donc jusqu'à la grande section, de la petite section à la grande section, avec l'utilisation d'outils variés. J'en ai mis quelques-uns. Certains de ces outils sont bien sûr utilisés en France. Nous utilisons la grammaire en 3D, qui est une méthode d'inspiration Montessori qui a été développée au Canada, qui est en fait une introduction à la grammaire dès la petite section. On n'utilise pas du tout le mot grammaire, hein, bien sûr, mais où les enfants vont, à l'aide d'outils, apprendre à créer des phrases de plus en plus complexes, bien sûr, bien construites. Nous utilisons la langue des signes. Donc, c'était une enseignante à Los Angeles, une enseignante dans une école française qui est arrivée il y a quelques années à l'école française de Los Angeles et elle était une spécialiste de la langue des signes en France pour des enfants sourds. Et en fait, elle a développé au fil des années une méthode pour adapter la langue des signes aux enfants des écoles bilingues. Donc, nos enseignants se forment régulièrement. Nous utilisons parfois des signes français, parfois les signes américains en fonction, voilà, celui qui fait le plus de sens. Les deux enseignants français et anglais utiliseront les mêmes signes et on a vu des effets vraiment extrêmement intéressants sur les enfants. Pour ceux qui ne parlent pas français, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça leur donne confiance et c'est vraiment une façon intéressante de développer le langage. Donc voilà, vraiment un point important sur le développement du langage avec bien sûr, je regarde le temps,
ça passe très vite avec, bien sûr, les autres points du programme français, donc les sciences, les maths, la motricité fine et globale. J'avance un petit peu. Hein. L'école élémentaire du CP au CM2. Alors, est-ce que j'ai… Ça ne va pas fonctionner. Normalement, j'avais un petit diaporama de photos, mais je ne vois pas comment le lancer. Alors, le point essentiel pour nos programmes du CP au CM2 et ce dont on a parlé tout à l'heure est ce que l'on appelle le programme harmonisé, c'est-à-dire c'est de voir ce qui est commun et ce qui est différent entre les attentes du programme américain et les attentes du programme français. Et il est essentiel que les enfants couvrent tous les objectifs. Alors, parfois, par exemple, quand je regarde le CP, le CE1, il y a beaucoup d'objectifs communs, donc quand les objectifs sont identiques, c'est assez facile. Les enseignants vont développer une progression sur les deux langues. Il n'est pas possible, par manque de temps, de revoir tous les sujets, de refaire 2 fois la même chose dans les 2 langues. Donc, le but est vraiment, première leçon va être faite en anglais, la deuxième sera faite en français, la troisième en anglais, avec des temps bilingues où les 2 enseignants seront en même temps dans les 2 classes, pour que les enfants progressent vraiment sur les différents objectifs avec un aller-retour constant entre le français et l'anglais. Je pense qu'il est vraiment très, très important pour les enfants de dire que on n'est pas une école de langue. Il n'y a pas le cours où on apprend le français et où on a la liste de vocabulaire en français, où on a la liste de vocabulaire en anglais à apprendre. On est une école avec un programme riche qui est enseigné dans les 2 langues. Et effectivement, pour les enfants, c'est pas tant j'ai français ou j'ai anglais, c'est j'ai un cours de maths. Et parfois, ce cours de maths va être en français et parfois, il sera en anglais. Et je pense que c'est une importance importante pour les enfants où la langue devient vraiment un outil de communication et on peut utiliser comme ça les langues, quelles qu'elles soient, l'une ou l'autre. Alors, bien sûr, des différences hein, dans nos programmes. La différence va se voir rapidement en maths, surtout à partir du CE2, où là, la différence, parfois dans les programmes américains et français change. Les programmes français restent beaucoup plus sur de la géométrie. Les programmes américains vont vite se tourner vers l'algèbre. Donc là, il est important que les enfants fassent les 2. Mais je dirais que une des différences principales est certainement la façon d'enseigner entre le professeur français et le professeur américain. C'est ce que j'ai trouvé moi-même passionnant, en fait, quand je suis arrivée en tant qu'enseignante, de voir qu'au-delà d'apprendre une autre langue, quelle richesse pour un enfant d'avoir parfois un professeur américain et parfois un professeur français qui vont expliquer finalement les mêmes concepts, mais d'une façon tellement, tellement différente. C'est particulièrement intéressant en mathématiques, où les professeurs américains sont vraiment dans le comment faire, ils sont très dans l'aspect beaucoup plus pratique, alors que les professeurs français vont être peut-être plus d'intérêt sur la logique et le pourquoi des choses. Et c'est intéressant pour les enfants, en fait, d'avoir accès à ces différentes techniques, à ces différentes façons de faire. Le devenir élève est encore là, le bien-être des élèves est vraiment important. Donc, on a un programme de médiation par les pairs, on travaille beaucoup sur l'autonomie. On célèbre en permanence les différences et la diversité à l'école. C'est quelque chose dont on est extrêmement fier et que l'on célèbre énormément. La coopération, l'écoute se fait dans la façon d'enseigner puisque on enseigne principalement par la pédagogie du projet. Donc, les enfants vont être constamment en situation de faire des projets, de collaborer entre eux. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre pédagogie. Ça développe la coopération, ça développe également la prise d'initiative. Je me dépêche un petit peu. Et déjà, le collège. Donc de la 6e à la 4e. À partir de… Donc là, j'ai un petit problème sur mon PowerPoint. Ici, ouais, j'ai pas toutes les slides n'apparaissent pas. Donc, à partir du collège, on a donc
la moitié du temps en français et la moitié du temps en anglais. Excusez-moi, je cherche mes notes. Donc, le programme est extrêmement équilibré avec les deux langues d'instruction principales, donc français et anglais. On propose aux élèves une troisième langue, donc le chinois mandarin ou l'espagnol. Il y a toujours un intérêt porté vers les cultures du monde et la diversité. En permanence, hein, les enseignants ont des projets qui sont tournés vers le monde extérieur. On met en œuvre des projets pédagogiques multiples et interdisciplinaires. Donc là encore, la pédagogie du projet qui est au cœur des apprentissages. Et puis, on essaye de développer un sens d'appartenance très fort à la communauté avec des projets interclasses et puis également des projets tournés vers Seattle et puis vers les différentes associations existant à Seattle, donc des tas de projets pour l'aide aux personnes en dehors de l'école. Les élèves ont la possibilité donc de participer à des projets interdisciplinaires. Ils ont ce qu'on appelle des learning labs où ils vont avoir la possibilité donc de choisir des projets très spécifiques. En général, dans ces projets, par exemple, ça peut être un projet biologie. Vous aurez un enseignant dans chacun de ces projets. Il y a toujours un enseignant français et un enseignant anglais. Beaucoup de voyages, donc avec des voyages vers la France, l'État de Washington, la Chine, le Costa Rica. Bon, pas cette année, bien sûr, hein, mais ça va revenir. Un temps important pour ce que l'on appelle l'advisory, où les enfants ont 2 ou 3 fois par semaine des moments où ils peuvent discuter des difficultés rencontrées en classe, de l'organisation, des différents projets, des challenges qu'ils reçoivent. Donc, un temps extrêmement important porté à la communication pour résoudre des difficultés, mais également pour avancer ensemble dans tous les projets qui sont créés à l'école. Pour finir très vite, le voilà, ça, évidemment, ça arrivait. Pour parler un petit peu de ce que l'on a fait cette année sur les mesures concernant Covid. Donc, l'école est rouverte jusqu'à présent, voilà, avec on regarde la situation chaque semaine. Pour l'instant, tous nos élèves sont sur le campus. Nous avons dû louer un bâtiment supplémentaire sur Bellevue pour pouvoir accueillir justement tous nos élèves. Donc, on a déplacé le collège cette année. Des mesures importantes comme évidemment le port des masques, la diminution du nombre d'élèves par classe. Donc, il y a une moyenne de 10 élèves par classe. On a dû bien entendu, vous l'imaginez, engager beaucoup plus d'enseignants cette année et de ce que l'on appelle des class assistants, des teacher assistants, pour pouvoir répartir ces petits groupes d'élèves dans les classes. Les enfants ne sont jamais mélangés, donc quand il y a un groupe d'élèves, c'est exactement le même groupe, en fait, du matin au soir, même en récréation. Et on a commencé il y a un mois un programme de tests salivaires. Donc, on teste nos élèves et tous nos employés une fois par semaine. Voilà, donc c'est un laboratoire qui est à New York. Et on envisage de continuer ça pour les semaines qui suivent. C'est une façon de nous rassurer, de rassurer nos parents, nos familles et de rassurer également nos enseignants. Voilà, il est 12h20. Je crois qu'il faut que je m'arrête. Magnifique timing, merci beaucoup Déborah. Peut-être une question qui nous revient rapidement vu qu'on a quand même 2 minutes encore. On a une question qui nous revient assez souvent et qui est évidemment classique, mais c'est quelles sont les dates d'admission? Est-ce qu'elles sont toujours ouvertes d'ailleurs les admissions? Oui, donc la date des admissions, la deadline est le 5 mars pour notre école. Et l'acceptance et l'envoi des contrats, ce sera le 19 mars. Après cette période, on a le rolling admission process, donc si on a des places qui nous restent, on continue d'accepter des élèves, selon les places restantes. D'accord. Donc c'est effectivement mieux de respecter ces dates d'admission, puisque en général, passé fin mars, il y a des classes qui sont complètes. Et est-ce que peut-être vous avez des portes ouvertes? Oui, donc on en a une samedi matin. Mais on en a une. Donc, vous pouvez regarder sur notre site web. On en aura une en janvier, une en février. Donc, pour l'instant, elles sont virtuelles, hein, bien sûr. Alors, on rêve, hein, on rêve qu'au mois de mars, on puisse faire une porte ouverte.
Voilà, pour l'instant, c'est virtuel. D'accord. Et on continue à faire des tours en personne, donc 2 soirs par semaine. J'accueille des familles pour des tours sur l'école avec les mesures sanitaires en place, et c'est à chaque fois une seule famille à la fois. D'accord. Merci beaucoup, Déborah.